Bonjour et bonsoir selon l'endroit où vous nous suivez. Et merci d'être des nôtres. Ce soir, au Salé TV vous propose quelques extraits de la conférence de presse animée il y a quelques jours à Brazzaville. Le président du parti Les Souverainistes, M. Dave Mafoula Ephraim, pour évoquer un grand événement à venir, à savoir la présidentielle de 2026. Ephraim Dave Mafoula, le président du parti politique Les Souverainistes, a cru devoir faire recours à cette conférence de presse qui a réuni de nombreux journalistes de plusieurs médias nationaux qu'internationaux dans ce grand hôtel de la capitale. Au cours donc de cette rencontre, cette personnalité politique s'est servie d'emblée de la symbolique du chiffre 2025 dont la somme renvoie au chiffre 9. Un chiffre qui symbolise l'achèvement, donc la fin d'un cycle. Un chiffre qui doit pouvoir annoncer un nouveau départ pour le Congo. Resté bloqué sous les mandats successifs de l'actuel chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Pour ce jeune opposant qui a fait le sien la pensée du physicien allemand Albert Einstein, il n'est plus question de regarder faire sans faire. Il n'est donc pas question que le Congo continue d'être dirigé par une classe politique prédatrice dont les projets de société ont conduit à la désespérance, au désenchantement. Alors, que pense donc Dave Mafoula par rapport au phénomène des jeunes, un phénomène appelé phénomène Kulona qui sévit dans ce pays, épinglant ainsi les programmes de société du président Sassou Nguesso, notamment sur la question de la jeunesse. Le premier souverainiste a fait constater que les jeunes sont dans un chômage endémique. Tout ce qu'on leur offre comme emploi, c'est le recrutement dans l'armée. Et à ce propos, l'on se souvient récemment du recrutement à ciel ouvert dans l'armée, un recrutement qui a occasionné ce regrettable drame du stade d'Ornano. Suivez. Le phénomène bébé noir, Kuluna, prend de l'ampleur. Parce que les parents n'ont pas ces moyens pour faire asseoir leur autorité. Alors, je veux bien que le président condamne les parents, condamne les jeunes. Mais si les parents sont les responsables de leurs enfants, qui est le responsable des parents? Non, il faut qu'on arrive à comprendre des choses parce que il faut qu'on dise les vérités. Une condition assez acceptable pour les parents et les enfants pendant une année. Ce n'est pas impossible. Le responsable des parents, ceux qui travaillent, c'est l'État. Et qui aujourd'hui incarne l'État? C'est le président. C'est le gouvernement. Donc, je demande au président de ne pas inverser les choses. Parce que là, il veut inverser la pyramide de la responsabilité. La responsabilité, c'est d'abord l'État. Ce pays où il est le président, où il est en train de gérer comme il veut. Donc si l'État commence à être responsable vis-à-vis des parents qui travaillent, les parents de leur tour, à leur tour, vont faire le travail de parents vis-à-vis de leurs enfants. Vous avez déjà vu, il y en a peut-être, mais pas beaucoup, un parent qui gagne normalement son argent, qui ne va pas s'occuper de son enfant. Il n'y en a pas beaucoup. Donc si on est dans un pays où on crée des conditions pour que tout le monde travaille, parce que ce n'est pas impossible dans notre pays. Ce n'est pas impossible de donner du travail aux Congolais, ce n'est pas impossible. On est, bon, ils disent 6 millions 100, ça c'est eux. On sait pourquoi ils ont dit 6 millions 100. Mais on sait qu'au Congo, il n'y a pas 6 millions 100 Congolais.
Ça encore, on va arriver, c'est pour des raisons électorales qu'on a déjà balancé ça comme ça, avec le recensement général de la population de la Jeunesse. On n'est pas 6 millions. On ne peut pas être 6 millions. Même si on était 6 millions, avec ce que nous avons, normalement, les Congolais devaient travailler. Mais, à la place de donner du travail aux jeunes, bon, je ne sais pas pourquoi est-ce que le président pense que jeune égale l'armée. Je ne sais pas qui lui a dit ça. Si, à leur époque, jeunesse était égale à l'armée, aujourd'hui, jeunesse égale liberté. Jeunesse égale liberté. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à vivre dans un pays où chacun est libre. Chacun peut faire son choix. Travailler dans le domaine où il veut. Vous ne pouvez pas avoir des universités. Ça, c'est un exemple. Moi, j'ai un ami avec qui on était à l'université. On a fait la première année, la deuxième année, la troisième année ensemble. Un bon économiste. Un très bon économiste. Il est dans l'armée en ce moment. Non, je vous dis, il est dans l'armée en ce moment. Ils sont nombreux. C'est pas parce que depuis son enfance, il voulait être militaire. Parce que la crise est tellement mortifère qu'il n'avait pas d'autre choix. Et à chaque fois quand je le vois, je lui dis, mais tu fais de l'économie là-bas? Je dis, ah, Dave, laisse-moi. Ah, c'est à cause de vous les politiques, non? Toi, tu crois que moi je suis à l'aise là-bas? Même quand je porte la tenue, je me pose la question, donc je suis allé à l'école pour porter la tenue militaire? Mais il y a des gens qui veulent être des militaires. Oui, il faut qu'on crée des conditions dans notre pays pour que chaque jeune, je dis bien chaque jeune, puisse travailler dans le domaine où il voudra. Mais avec le président Sassou, si vous vérifiez bien, vous allez voir que la majorité de nos jeunes sont des militaires. Et on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas ce qu'il nous a promis. Il nous promet l'emploi. Mais souvenez-vous, peut-être pour que vous puissiez comprendre l'importance de ce que je dis. Est-ce que le drame où nous avons vécu une situation aussi grave, je parle d'abord des jeunes, aussi grave, où les jeunes vont aller mourir parce qu'ils avaient simplement un idéal, trouver un travail. Vous êtes sûr que tous ces jeunes qui sont allés là-bas, c'est parce qu'ils voulaient être des militaires? Non. Plein de choses à dire. Quand le président, il vient, il dit aux jeunes, 2024, c'est votre année. Mais attendez. 2024, année de la jeunesse. Si j'étais à côté pour conseiller le président, je lui dirais simplement, change celui qui te crie les discours. Non, sincèrement. Parce qu'il nous pousse à imaginer beaucoup de choses. Comment un président de la République va aller déclarer à une jeunesse qui vit difficilement, alors que quelques mois avant, il y a eu des morts. Le président va déclarer que non, 2024, c'est l'année de la jeunesse. Et il va dormir. Le gouvernement ne fait rien.
Non, permettez-moi, le gouvernement ne fait rien. C'est à la fin que nous avons vu Thierry Munga, la pauvre de lui, qui est obligé de rafistoler les choses. Venir, il était même, moi j'étais en France quand je le suivais, je sentais qu'il était embêté. Parce qu'on comprend le langage non verbal. Il était embêté. Et sûrement il se posait des questions, mais si on me titille encore ici, je fais comment? Et qui a trouvé des formules pour dire non, non, on va allonger la journée. Mais ça se fait où ça? Ça se fait dans quel pays? Oui, mais si c'est pas lui, lui il est venu lire. Après, attention, le président il est vieux maintenant. Ah, je ne suis pas en train de le critiquer ou de le traiter de vieux. Son âge explique qu'il est vieux. C'est simplement une vérité. Donc, il y a des choses, ça peut lui échapper. C'est pour cela qu'il a des collaborateurs. Je vais un peu le dédouaner. Parce que je peux penser qu'il ne fait que lire. Ou il n'a pas le temps de lire avant. Moi, les discours, ça arrive que je l'écrive seul. J'évite. Ça arrive, même si quelqu'un écrit un discours, il faut que j'aie le discours. Et la majorité du temps, j'aime écrire ça seul, parce que je sais ce que je vais dire. Mais on ne peut pas dire à une jeunesse qui souffre, qui n'a pas de boulot, qui sont maintenant dans l'insécurité, que l'année 2024 va être votre année. Et on va créer 100 000 emplois. Attends, moi, je ne vais pas l'activité. Même moi, toujours dans le rafistolage. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Voilà le bilan. On va continuer. Voilà le bilan avec le président. Donc, ce qu'on sait faire, lorsqu'on promet, on réalise avec les jeunes, c'est venez dans des meetings, vous aurez 2000. Ils vont donner les 2000. Ça, ils ne rallongent pas. Ils ne vont pas dire non, c'est dans 6 mois qu'on va vous payer les 2000. Non, ils donnent tout de suite. Quand le président doit se déplacer, il faut qu'on amasse des gens à côté pour monter. On connaît les manœuvres. C'est lorsqu'il faut aller planter des arbres. À ce moment-là, si on mobilise les jeunes, on leur donne des 2000. Mais ne ridiculisez pas les jeunes. Le discours a été solennel, où on parle de la jeunesse. 2024, c'est votre année. Et à la fin, il n'y a rien. On comprend qu'il y a une sorte de banalisation de la parole présidentielle. Maintenant, il y a des gens qui meurent tous les jours. Deux fois à cause d'un petit 500 ou 1000 francs pour acheter un médicament. Nos parents, les retraités. Alors, comment on peut traiter à ce niveau? Je suis encore sur les violences. Comment on peut être aussi violent avec des gens qui ont servi? Tous ceux qui travaillent ont peur d'aller à la retraite. Parce que ceux qui sont à la retraite ont eux-mêmes peur de continuer de vivre comme ça. C'est ici au Congo qu'on a peur d'aller à la retraite. C'est ici qu'on a peur d'aller à la retraite. Mais ailleurs, moi j'ai visité des pays où celui qui part à la retraite organise une fête. Je vous dis. Je vous dis. Ce n'est pas des choses que j'invente. J'ai participé à des fêtes des personnes qui sont allées à la retraite. J'ai vu des collègues de travail aller à la retraite. Parce que j'ai travaillé très longtemps en France.
J'ai vu des gens aller à la retraite et organiser des fêtes. On s'est retrouvés et puis il dit je suis libre. Il n'a pas peur. Parce qu'il sera payé. Mais là encore, pourquoi nos parents retraités doivent payer ce prix fort? Combien sont morts aujourd'hui? Est-ce que dans ce pays, est-ce que ce gouvernement peut répertorier le nombre des retraités décédés sans avoir touché leur pension? Non mais c'est sérieux. Je ne veux pas faire comme les autres, je veux dire la vérité. Est-ce que le gouvernement peut faire ça? On peut avoir des statistiques des personnes qui sont décédées, alors que tous les jours, nos parents là étaient en train de faire des allers-retours pour aller chercher les préavis, toute la paperasse qu'il faut faire. C'est pas possible, on peut pas continuer de vivre dans un pays comme ça. Et toujours dans les mauvaises manigances, au lieu de régler le problème, vous empirez le problème. Vous rallongez l'âge mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Et ceux qui sont en train de travailler, ils sont obligés d'accepter. C'est vraiment malgré eux. Ils préfèrent encore continuer à travailler avec plus d'énergie, gagner le salaire qui va tomber sûrement, que d'aller à la retraite. Mais vous tuez les gens. Et là, ce qu'ils ont fait, je demande au président Sassou de penser à tout ce qu'il a déjà dit. Si quelqu'un peut lui lire ses discours à côté, qu'il écoute quand même. Parce que je ne pense pas qu'il a encore le temps de lire ses discours. Mais il peut embaucher quelqu'un, il peut prendre une journée, lis-moi mes discours, tout ce que j'ai déjà dit. Lis-moi ça, je veux entendre ça. Mafoula a dit, il faut que j'entende encore mes discours. Mais c'est pas normal. Bon, si on rentre un peu dans le cadre légal, la Constitution confère au président ses pouvoirs. Il y a aussi le gouvernement qui a son pouvoir. Donc peut-être il va dire, c'est pas moi, c'est Collinet et ses ministres. Mais attendez. Dave Mafoula prône le changement et il s'exprime longuement à ce sujet jusqu'à ironiser. Pourquoi on ne change pas ces mêmes personnes? Qui doit changer ces mêmes personnes-là? Quand ça ne marche pas, on fait quoi? Même dans une maison, un parent qui éprouve de l'amour pour son enfant, quand l'enfant ne se comporte pas bien, il y a une punition. Maintenant, au niveau de l'État, il y a l'impunité. Et le président nous a habitués avec les mêmes visages. Pour lui, c'est on ne change pas l'équipe qui perd. Vous voyez comment est-ce que les choses sont inversées. Une équipe qui perd, on ne la change pas. J'ai été secoué, qu'il me pardonne. C'est mon ancien professeur, monsieur Rigobert Baboundou. Il m'a enseigné l'histoire de la pensée économique ici, en 3e année de l'université. Permettez-moi, je vais peut-être vous expliquer quelque chose. Le premier jour, je fais cours avec monsieur Rigobert Baboundou. Je me suis dit, il faut que je sois comme ce monsieur. Non. Attendez. Je n'ai pas dit dans sa façon de faire. Non. Il nous a fait le cours de l'histoire de la pensée économique sans support. Comment?
il nous parlait des physiocrates. Est-ce qu'il y a des économistes dans la salle? Les physiocrates, c'est un courant de pensée économique. Et lorsqu'on parle des richesses, comment est-ce que on peut penser la richesse d'un pays? Pour les physiocrates, eux, c'est la loi de la nature. Parce que ceux qui sont en train de poursuivre la marche, ce sont les mêmes. Nous, on veut arrêter. Non, nous, on veut arrêter de marcher. On ne peut pas marcher comme ça. Non. Il n'y a pas de direction. On ne sait pas où on va. Et donc, on ne peut pas marcher comme ça. Prenez votre fils, même dans la Bible, quand Abraham a pris Isaac, il l'emmène quelque part. Dans l'histoire, Isaac lui pose la question, mais on va où? C'est son père. Donc son père ne peut pas lui faire du mal, mais il lui pose la question, on va où? Ah non, on va quelque part et tout cela, mais je ne vois pas ce qu'on doit avoir pour aller là-bas. Isaac, je crois que, je ne l'ai pas vu, mais dans la compréhension du texte, il s'est inquiété. Il s'est inquiété. Bon, ça c'est une histoire entre père et fils. Bon, entre un président et le peuple. Moi j'ai envie de poser la question au président, on va où? Nous allons où? On marche, poursuivons la marche. On va poursuivre ça pour aller où? Allons sur le vent. Non. Allons sur le vent. Si, dans l'histoire de poursuivons la marche, on devait aller quelque part. Et que là où on doit aller, ça sera la bonne vie. D'accord, ça peut prendre le temps. On peut aller. Sauf que cette marche-là, lui-même le président a commencé il y a longtemps. Parce qu'il faut rappeler, le président il est arrivé par un coup d'État. Une violence encore. Donc ça commence toujours par la violence. Parce que le coup d'État, c'est une brutalité. C'est illégal. Il est arrivé en 79, le 5 février. C'est pour cela que moi je pense que même le 5 février, on ne devrait pas célébrer ça. Rien que pour la décence qu'on peut avoir. On ne devrait pas célébrer ça, mais je vois déjà... bon, c'est compliqué de comprendre des gens qui sont là. Non, mais même les histoires de patriarches, tout ça, il faut laisser. On ne peut pas vider comme ça, là, des mots sensés de leur subsistance. C'est pas possible. Donc, si on doit marcher, lui, il a commencé à marcher depuis longtemps. Il nous a fait des promesses depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, marchant. À un moment donné de l'histoire de notre pays, il nous a dit, oh non, on marche. On va arriver quelque part, ça va s'appeler l'émergence. En 2025. Marchant, on va arriver. Je ne sais pas si vous avez vu un seul soutien du président venir dire que nous sommes émergents. Non. Non. Mais pendant qu'il est en train de dire ça, marchons, on va aller vers l'émergence. Le Rwanda, par exemple, était en guerre. Et le Rwanda, aujourd'hui, devient un partenaire du Congo qui doit donner de l'argent au Congo, qui doit acheter des terres ici au Congo. Parce que le Rwanda est avancé. Nous, on n'est pas avancé. Comment les autres avancent, nous, on n'avance pas. On est toujours dans le mensonge. Vous savez que le mensonge, quand il est trop répété, il devient violent. Il devient très violent. Personne ne peut faire confiance à quelqu'un qui ment tout le temps. C'est pour cela que le président ne peut pas être étonné de son impopularité aujourd'hui. Moi, il m'arrive, je peux prendre mes collaborateurs,
On peut aller dans un Nganda, je mets ma casquette, on discute, on écoute les Congolais. Je peux poser des questions. J'entends. J'étais dans un bus à Kalangaï la nuit, il y a 2 jours, parce que je voulais simplement écouter, avant de faire ça, simplement écouter. J'ai mis ma casquette, j'étais avec 2 personnes, mais j'ai entendu les choses que les Congolais disent. Quand je vous ai dit, dans les arrêts de bus, le président de la République est critiqué, ce n'est pas faux. Comme on dit, si je mens, Dieu me punit. Lui-même, il peut aller. Non, non. Il peut abandonner les fêtes, qu'il laisse d'abord les fêtes à côté. Qu'il fasse un tour dans les arrêts de bus, déguisé. Il va entendre ce qu'on ne lui dit pas. Il va comprendre son bilan, il va comprendre l'importance de ce message. Comment dans un pays, on n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité, vous rajoutez encore un problème de carburant. Et personne ne vient nous expliquer, comme si on était dans une brousse où quand tu es perdu, tu cherches le chemin toi-même. Il n'y a personne qui peut nous écrire pour dire non, ici il y a tel problème, voilà comment ça va se passer et ça va se régler. Non, mais les chauffeurs de taxibus, ils n'ont pas d'autres moyens, eux. Le carburant chez eux, c'est l'argent. C'est pas seulement du liquide. Ils ne payent pas leur maison. Et on peut imaginer que la majorité des taximens ou des chauffeurs de bus sont des locataires. Vous pouvez imaginer la violence qu'ils vivent lorsque le propriétaire, le logeur, vient lui demander de l'argent. Il va dire au logeur, non, j'ai pas eu de carburant. Le logeur va dire, et t'as l'ingalité? Mais comment on peut vivre comme ça? Même le carburant, on n'achète pas. Enfin, on achète quand on a des problèmes. Mais nous, on produit le carburant dans notre pays. Maintenant, vous pouvez imaginer, si le Congo n'avait pas le pétrole, comment on allait faire? D'autres pays vivent avec des taxes, des impôts, parce qu'ils n'ont pas la richesse que nous avons. Mais nous avons cette richesse. Non? Ça doit servir à un clan. Les autres doivent souffrir. Mais le Congo appartient aux Congolais. Il faut qu'on arrive à ce changement pour que les Congolais vivent dignement chez eux. Je vous ai parlé de l'eau et de l'électricité. Vous allez voir, à chaque mandat, il nous crée des programmes de développement, des PNT. Il y a 2012, 2018, 2022, 2026. Le premier, je crois que c'était 13 000 milliards. 13 000 milliards qu'on doit investir pour changer les choses. Et là, il le dit pour l'eau et l'électricité. Il dit bien l'eau et l'électricité pour tous. Mais je ne vous mens pas. Je crois que c'est même en 2021, il a dit la même chose. Voilà. Progrès social pour tous, dans la solidarité. On abuse avec les mots. Offrir l'électricité et l'eau potable à tous, à moindre prix. Non, mais je vous parle de ce que le président dit. Je ne mens pas. Je reste sur ce qu'il a dit. Il a promis l'eau, l'électricité à tous, à moindre prix. Mais maintenant,
tu n'as pas l'eau, tu n'as pas l'électricité, mais le prix arrive quand même, il faut payer. Parce que les factures arrivent. Vous n'avez pas vu ça? Moi, j'ai mon coco qui est quelque part, qui boude tout le temps en me disant moi, je n'ai pas l'électricité, je dois mettre le carburant de 30 jours. On avait la SNE, ah non, il faut que ça devienne EDC carré, il faut ouvrir le capital. Mais quand on fait ça, dans la direction, on met que de la famille. Regardez dans les entreprises publiques qu'on a ouvert le capital. Vous allez voir que la majorité des dirigeants qui sont arrivés, il y a toujours un lien avec la famille. Mais comment voulez-vous qu'une entreprise soit efficace si il y a quelqu'un qui est là, qui doit faire des choses comme il veut parce qu'il sait que je peux jouir de l'impunité. Personne ne me fera du mal. Je n'irai pas en prison. La SNE n'a même pas 1 million d'abonnés. Même pas 1 million d'abonnés. Son client principal, c'est l'État et les mairies. Ils ne payent pas. Ben oui. Ils ne payent pas ce qu'ils consomment. Bon, comment voulez-vous qu'une entreprise comme ça fonctionne? Et donc, puisque ça ne fonctionne pas, vous savez, et nous, on doit subir. Et les pauvres agents de la EDC carré, même si dès qu'on va te donner la mission d'aller déposer les factures, tu as peur. Ce n'est pas une sorte de violence, ça. Mais pourtant, c'est le président qui avait dit. Lui-même, il a dit. Lui-même, il a dit. La parole n'est pas respectée. Vous savez très bien que le président a toujours parlé de la bonne gouvernance. Dans tous ses projets, il y a toujours la bonne gouvernance. Renforcer la bonne gouvernance. Même le tout dernier, il dit quoi? Il parle de renforcer l'état de droit, la stabilité et la démocratie. Rationaliser l'État et améliorer la gouvernance publique. Je veux simplement demander aux Congolais sur l'état de droit et sur la gouvernance qu'on aille vérifier l'indicateur de la gouvernance. Parce qu'il ne faut pas que les politiques, nous les politiques, on vienne vous dire des choses. Nous encore à l'opposition, on peut dire la vérité. Ceux qui sont au gouvernement ne diront jamais la vérité. Allez-y consulter les indicateurs. Vous allez voir, si vous consultez par exemple l'indicateur de l'état de droit, vous pouvez aller consulter le World Justice Project, donc WPJ. Vous allez voir que le Congo, sur 151 pays, nous sommes classés 121. Non, 141. Sur 141, nous sommes classés 121. Le Sénégal, c'est, je crois, 60. Sur 141. C'est-à-dire que l'indicateur, c'est quoi? C'est mesuré entre 0 et 1. Plus on est proche de 1, ça veut dire qu'on est dans une situation confortable de l'état des droits, si on parle d'état des droits. Et nous, on est à 0,42, je crois. Et là, on va dire que nous sommes dans un état de droit. Non, nous ne sommes pas dans un état de droit. Dans un état de droit, on respecte le droit. Dans un état de droit, on respecte les libertés fondamentales.
Dans un état de droit, on n'arrête pas les gens parce qu'ils ont décidé de compétir à une élection présidentielle et ils n'ont pas accepté les résultats. Dans un état de droit, on n'empêche pas les manifestations. On ne vient pas taper les gens quand les gens se manifestent. Attention, il faut aussi qu'on soit capable de voir le côté positif des manifestations. De voir le côté positif de la démocratie. Parce que ici, ce que je fais, cette liberté de parler, permet qu'un certain nombre de vérités soient dites. Ça peut aider, s'ils veulent bien. Et ceux qui sont ceux du service, qui sont dans la salle, vous pouvez comprendre. Vous pouvez aussi leur dire qu'il faut qu'on comprenne qu'il y a un côté positif lorsque les gens veulent manifester. Donc ce n'est pas un état de droit en fonction de l'indice l'état de droit que je vous ai donné. L'économie, il faut aller regarder aussi les performances. Nous sommes un pays endetté aujourd'hui. Ils sont passés par des acrobaties bizarres pour endetter le pays. Mais ce que je ne comprends pas, comment un pays qui en 2008, les ministres sont passés pour dire qu'on avait assez d'argent, qu'on avait 14 000 milliards qu'on a mis de côté pour les générations futures. Notre pays a eu même à prêter de l'argent. On a fait ça avec la Côte d'Ivoire. On a fait ça avec la Centrafrique. Comment un pays qui avait cette capacité d'en avoir et de prêter se retrouve, il n'en a plus. Et le pays à qui il a prêté de l'argent a plus d'argent aujourd'hui même. Non mais la Côte d'Ivoire, regardez la Côte d'Ivoire. Je crois que le budget de la Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est 15 000 milliards. Mais lorsqu'on prête l'argent à la Côte d'Ivoire, nous on a un budget je crois de 4... non, je crois qu'on avait un budget avoisinant 4 000 milliards. Et la Côte d'Ivoire, on avait 3 000 et quelques. C'est en quelle année? 2000 Bon, je crois que entre 2012 et 2013. Voilà notre président, parce qu'on n'en a pas eu un autre depuis 2002. Il est là. Lui, il va voir son ami. Son ami lui dit que j'ai un problème. Non, je vais régler le problème. Il prête de l'argent à Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara. Lui là-bas, il dirige. Hein. Lui là-bas, il ne gère pas, il dirige. Le même pays à qui on a donné de l'argent a pris cet argent à rajouter dans son économie, a fructifié son économie jusqu'aujourd'hui là, il a 15 000 milliards de budget. Et vous savez ce qu'Alassane dit à ses adversaires politiques de l'opposition? Il dit, mon bilan est inattaquable. Est-ce que le président peut aujourd'hui dire aux Congolais que moi, mon bilan est inattaquable? Mais bizarrement, celui qui a un bilan inattaquable, parce qu'il le dit, j'ai regardé, moi je regarde toujours d'autres pays, comment ils fonctionnent. Je voyage beaucoup aussi pour ça. Parce que je veux savoir comment est-ce que les autres avancent, pourquoi nous on n'avance pas. Tout ça parce que je veux que demain, notre pays avance aussi. Parce que nous aussi, on doit vivre dignement.
Alassane Ouattara, qui change le visage de son pays, qui dit, et je n'ai pas vu un seul opposant. Je vois Tidiane Diam en train de faire ses discours, c'est très bien, mais il reconnaît que le travail a été fait. Un président en exercice qui dit « Mon bilan est inattaquable ». Mais lui, on veut l'enlever là-bas. Parce qu'on pense qu'il a trop mis du temps. Bon, nous, celui qui ne peut pas dire que son bilan est inattaquable, lui veut rester. Mais comment? Bon, posons-nous la question simplement. Tu veux rester? Ok, il n'y a pas de problème. Mais il est où le travail que tu as fait pour que tu restes? Parce que nous, on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Lui, avec son équipe, on ne change pas l'équipe qui perd. S'il veut rester, qu'il nous montre quelle est la raison de sa longévité au pouvoir. Pourquoi il veut rester alors que les gens souffrent? Alors que les Congolais vivent une violence inouïe? Pourquoi il veut rester? Parce que l'ennemi du président Sassou, ou son adversaire redoutable, si vous ne le savez pas, c'est même pas un Congolais. Aucun Congolais n'est l'ennemi ou l'adversaire redoutable du président. Vous savez, si on doit parler du Congo, on doit parler de la gestion, de comment on est en train de gérer le pays. On va prendre des années. Et bizarrement, ceux qui sont au pouvoir, le PCT et son chef, qui est le président, parce qu'il n'a pas arrêté d'être chef de parti, sont de gauche. Sont de gauche. Ça veut dire quoi la gauche? La gauche a une valeur qui est cardinale, qui s'appelle... Qui peut répondre à cette question? L'égalité. L'égalité. C'est la gauche qui doit tout faire pour la justice sociale. C'est la gauche. C'est la vision de la gauche. Avez-vous un semblant d'égalité dans ce pays? Voyez-vous une réelle politique de la justice sociale ici? Est-ce que vous voyez l'humanisme dans leur manière de faire? Ce sont des valeurs de gauche. Ce n'est pas eux qui ont inventé la gauche. Mais je pense qu'ils ont usurpé. C'est simplement augmenter des budgets. Endetter le pays. Ça, c'est la gauche. Toujours dans les dépenses. Voilà, donc vous venez de suivre là, David Mavola, ce jeune qui s'est senti porter un grand destin, souhaite donc une alternance politique sans heurts. Il se dit prêt à répondre aux défis multiples auxquels se trouve confronté le Congo. Le Congo, pour lui, qui doit se distinguer par ses valeurs d'unité et de travail, devant conduire au progrès. Le Congo, qui pour les souverainistes, ne doit plus rentrer dans l'histoire en reculant. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin donc de notre petit entretien que nous avions eu avec M. Dave Ephraim Mavola. On se retrouve à une prochaine occasion. Merci.